Bonjour, vous m'entendez tous bien? Oui, c'est bon, merci. Bonjour. Euh, Merci Alain de nous avoir invités. Ça fait aussi très plaisir de rencontrer Radek, parce qu'entre fabricants, on n'a pas souvent l'occasion de se croiser en fait. Euh, je vais vous montrer une petite vidéo pour le départ, elle dure 2 minutes et quelques. C'est une vidéo promotionnelle qu'on met en général sur nos stands, mais je vous la présente vraiment uniquement parce qu'il y a quelques clips rapides de machines en action, ce qui fait plaisir à tout le monde quand on n'a pas l'habitude de travailler sur le site même de fabrication. Et voilà. Alors cette petite musique, vous allez l'entendre dans votre oreille pendant des journées et des journées à venir, je vous préviens, elle ne partira jamais. Euh, donc toutes ces images ont été prises sur notre centre de fabrication en Chine. Bon là c'est un montage bien fait, etc. Je sais que Radek a ramené plein de très belles vidéos de son usine, donc vous verrez beaucoup plus de machines en œuvre, je pense. Euh, mais là je vais passer un peu à la présentation de Panda. Et donc la manière dont on a organisé notre présentation, c'est un peu vu du côté d'un éditeur, pas forcément très expérimenté, qui voudrait travailler avec un fabricant en Chine pour comprendre un peu quel est le processus global et les jalons importants, et puis quelques questions intéressantes lors de ce processus. On voit tout? C'est bon. Donc très rapidement, je m'appelle Emmanuel Tabarly. Je travaille avec l'équipe européenne de Panda. En fait, Panda a 3 équipes. Une qui s'occupe du territoire nord-américain, une qui s'occupe du territoire européen, et la 3e équipe qu'on appelle Indé, qui, elle, fait surtout du Kickstarter, mais pas exclusivement. Jean-François et moi-même faisons partie de l'équipe européenne. Je suis basé à Berlin, en Allemagne, donc pas très loin. JF, un peu plus loin, puisqu'il est à Montréal. Oui, c'est ça, à Montréal, au Québec, au Canada, qui fait partie de l'Europe, mais bon. Et puis il a la chance d'avoir un bel accent, contrairement à moi. Donc Panda, c'est une société relativement jeune, hein, elle a que 11 ans, ce qui n'est pas beaucoup. C'est une société canadienne, mais avec un centre de fabrication à Shenzhen, en Chine.
On travaille historiquement, on est très connu pour avoir travaillé avec des gros Kickstarter, mais en fait, la société est née sur des éditeurs vraiment établis comme Zedman et compagnie. Donc, on fait vraiment autant des éditeurs très établis que des premiers créateurs. Et en termes de positionnement, l'ADN de Panda, c'est vraiment essayer de vouloir faire du jeu de très grande qualité et surtout avec énormément de services derrière. C'est un peu notre spécificité, c'est ce qui fait aussi que souvent nos prix sont supérieurs par rapport à la plupart des fabricants chinois, c'est qu'il y a beaucoup de support et d'attente de la part de des chargés de projet ou des spécialistes pré-presse comme Jean-François et moi-même. Donc vous avez vu ça sur les vidéos, c'est notre usine à Shenzhen. On a fait beaucoup de titres ces 11 dernières années, là on en voit quelques-uns. On fait uniquement bien sûr du jeu, c'est la seule chose qui nous intéresse vraiment, et je dirais que même le CEO de Panda, lui, s'est lancé là-dedans parce que c'était un joueur invétéré. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Les grandes étapes de fabrication, je dirais que c'est relativement classique, hein. Vous verrez, vous avez une étape de pré-production où là, on doit valider vos fichiers, créer des échantillons pour voir si vos pièces en bois, plastique, etc. correspondent à vos attentes. C'est une phase qui peut être assez longue parce que souvent, elle est un peu itérative. Vous n'avez pas forcément l'échantillon qui vous va bien du premier coup. Mais le jalon vraiment clé à la fin de la pré-production, qui est aussi un peu une spécialité Panda, c'est ce qu'on appelle le PPC, ou Pre-Production Copy, donc copie de pré-production, qui est en fait une forme de prototype très avancé de votre jeu avec absolument tout ce qu'il y a dedans. Traditionnellement, beaucoup de fabricants vous envoient par exemple des planches de fichiers à valider. Nous, on vous envoie vraiment une boîte complète pour que vous puissiez vraiment la toucher, la sentir et puis tout vérifier. Et c'est qu'une fois que vous avez validé le PPC, qu'on lance vraiment la fabrication de masse, forcément, parce que là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Donc, on veut s'assurer que tout est bon avant d'appuyer sur le gros bouton vert. Il n'y a pas de gros bouton vert, mais il pourrait y en avoir un. Phase de production, donc là, on lance tout, la production plastique, papier, dés, bois, etc. Encore assez traditionnel. Et là, le second jalon très important, qui est aussi en grande partie une spécificité Panda, mais ce n'est pas forcément exclusif à nous, hein, c'est on fait ce qu'on appelle la MPC, la Mass Production Copy. Donc, c'est un peu le miroir de la PPC. Mais là, l'idée, c'est qu'une fois que tout est fabriqué ou tout est presque terminé, on n'assemble pas les jeux. On laisse tout en pile, on prend juste un exemplaire qu'on fabrique, qui pour la peine est vraiment un exemplaire de production, donc qualité maximale, et qu'on vous envoie pour valider. On fait ça parce que même si tout était imprimé, si vous trouvez là-dessus des petites erreurs, on peut éventuellement glisser un errata ou faire une petite modification, et on peut le faire sans être obligé de désemballer les 20 000 boîtes qui ont été produites. Donc ça, c'est un jalon important. Bien sûr, s'il y a des problèmes plus grands que juste quelques fautes d'orthographe, ça peut coûter plus cher et prendre plus de temps à réparer, mais ça peut quand même permettre d'éviter pas mal de problèmes. Voilà, une fois que vous avez validé la MPC, donc on fait vraiment l'assemblage final, on met tout sur palette, on emballe et on amène ça au port pour embarquer sur un navire. Je reviendrai en détail hein, sur chacune de ces petites phases. Mais ça, c'est le processus principal, pré-production, fini avec un PPC, production, qu'on termine avec un MPC, et ensuite assemblage final. OK, donc bon, reprenons au début. En fait, quelle sera la première chose que vous ferez pour éventuellement fabriquer chez nous, chez tout fabricant, c'est faire une demande de devis. On a un formulaire en ligne qui est très utile et d'ailleurs qu'on encourage tout le monde d'utiliser parce que il y a pas mal de processus derrière qui s'enclenchent. Donc, si vous ne passez pas par le formulaire, en fait, ça a tendance à allonger le processus. Mais sur ce formulaire-là, vous pouvez choisir en fait tous vos composants. Il faut penser surtout, quand vous faites une demande de composants qui est vraiment très, très unique à vous, d'attacher des illustrations ou des sketchs pour qu'on ait une meilleure idée de ce que c'est, ou sinon c'est plus difficile d'estimer. On a plein de guides en ligne aussi sur notre site, donc pandagien.com. On a énormément de guides, on fait beaucoup de travail d'éducation en fait pour tous nos clients et même des clients qui ne sont pas les nôtres. On a un désir d'éducation en général sur la préparation des fichiers et autres processus de fabrication d'un jeu. Jean-François, par exemple, contribue beaucoup à ces
éléments éducatifs. Donc ça, ils sont ouverts à tout le monde. Ça vous servira, que ce soit chez Panda ou chez un autre fabricant, ça vous donnera beaucoup d'instructions et de tips pour pouvoir bien préparer vos fichiers ou autres pièces. La question qu'on nous pose souvent, c'est à quel moment faire votre première demande de devis. Alors, si vous la faites trop tôt, ça ne sert pas à grand-chose. Trop tard, en général, vous êtes très proche d'un lancer Kickstarter et c'est un peu tard pour avoir vos prix. Donc, en gros, quand vos specs sont à peu près à 80% faits, c'est le moment de demander un premier devis. Mais il faut savoir qu'un devis, c'est long. 2 semaines, c'est un temps moyen pour obtenir un devis. Vous n'êtes pas les seuls à demander un devis. Comme vous pouvez imaginer, on a des dizaines et des dizaines de devis qui tombent tous les jours. Et pour peu qu'en plus le jeu soit un peu complexe, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, pensez à ça. Parfois, on a des clients qui, 2 semaines avant leur Kickstarter, nous envoient leur première demande de devis. C'est un peu tard. On fait ce qu'on peut, mais c'est un peu tard. Et aussi, pour éviter que les devis soient trop longs, surtout pour votre première demande, c'est pas la peine de demander 15 quantités différentes pour avoir un prix à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Demandez 2 ou 3 quantités juste un peu pour cerner un min, max et un prix moyen. Et on avancera plus vite et on affinera plus tard pour des quantités autres. Ça, c'est une capture d'écran de notre formulaire. Donc voilà, il est relativement récent. Enfin, on a un formulaire depuis longtemps, mais on a beaucoup travaillé dessus ces derniers mois et on continue de travailler dessus pour qu'il soit un peu plus présentable et un peu plus didactique. L'avantage aussi d'utiliser le formulaire, c'est qu'il y a beaucoup de menus déroulants avec les options classiques. D'accord ? Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser 15 questions. Mais quel type de papier est-ce que j'ai demandé ? Le menu déroulant vous en propose 3. Je vous expliquerai pourquoi il n'y en a que 3 et pas plus. Mais en gros, ça vous permet aussi à vous d'explorer un peu quelles sont les diverses options en utilisant le formulaire, puisque les options sont présentes. Alors, autre question que vous allez vous poser très vite quand vous allez demander vos devis, c'est trop cher, monsieur le fabricant, c'est trop cher. Que dois-je faire ? Alors, pour les sources d'économie, la première chose qui a tendance à étonner beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de standard au sens est-ce que c'est moins cher si je prends un meeple taille classique, format classique, etc. La réponse est non, parce que de toute façon, 90% de ce qu'on fait est fait sur commande. Donc, qu'on taille un meeple classique ou un autre meeple, ça ne change rien pour nous, ça sera le même prix. Donc, ce n'est pas vraiment dans la standardisation, j'ai déjà du mal à dire ce mot, standardisation, c'est pas là-dessus que vous trouverez des économies. Alors, papier-carton, donc tout ce qui est boîte, carte, punchboard, règles, etc. Là, c'est très sensible effectivement au volume de commandes, donc vos économies d'échelle se feront principalement, j'ai envie de dire exclusivement, pas vraiment, mais principalement sur tout ce qui est papier-carton. Et au final, c'est plus la superficie totale que la finition, le type de papier qui va jouer. Donc, si un produit est trop cher pour vous, vous pouvez bien sûr trouver quelques petites économies de 10 centimes par là, 5 centimes par ici, 15 par là, en changeant de finition ou peut-être d'épaisseur. Mais quand même, c'est le volume, c'est la superficie totale de papier qui est vraiment le driver de votre prix. Excusez-moi pour le franglais, j'ai plus l'habitude. Et aussi, quelque chose de très étonnant pour des personnes qui n'ont pas fait beaucoup de projets par le passé, c'est que la boîte est vraiment déterminante, la taille de la boîte est déterminante pour le prix d'un jeu. Typiquement, une boîte, c'est 20 à 30% du prix de votre jeu. Donc, c'est vraiment pas négligeable, loin de là. Et l'autre point sur la boîte qui est intéressant, c'est que si, ayant obtenu votre premier prix, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment loin de ce que vous recherchez, c'est pas en faisant des petits changements par-ci par-là que vous allez retrouver vos dollars. C'est vraiment repenser votre jeu sur un format de boîte inférieur. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible. Vous avez prévu un jeu qui a une certaine taille et vous ne pouvez pas le réimaginer. Mais si vraiment vous avez besoin de faire des grosses économies, repartez de zéro quasiment et dites, bon, alors si vraiment je prends une boîte plus petite, alors non seulement forcément, comme c'est 20-30% du prix, ça va diminuer ce prix-là, mais surtout, tout ce qui rentre dans la boîte va forcément être plus petit, donc ça va décupler en fait vos économies. C'est un peu drastique, mais c'est vraiment la seule manière d'avoir des grosses économies. Plastique, tout ce qui est plastique boisé, enfin tout ce qui est non imprimé d'une manière générale, là pour la peine c'est peu sensible au volume de commande, donc c'est pas si vous commandez 5000 ou 10 000 plutôt que 5000, vous verrez des grosses économies là-dessus. La couleur a en général très peu, voire pas du tout d'impact.
Pour le bois, c'est vraiment le volume de bois. Quand je parle du volume, c'est vraiment vous prenez votre bloc de bois, hauteur, largeur, longueur. C'est vraiment ça en fait qui dicte le coût de votre bois. D'accord? C'est pas vraiment la forme. Donc, économiser du bois, c'est faire des pièces plus petites plus qu'autre chose. Le plastique, donc vous êtes sûrement tous face au fait que de plus en plus de jeux ont des figurines plastiques à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. En fait, le coût unitaire de plastique n'est pas franchement élevé. Le seul problème, c'est les moules qui sont très chers. Et donc, c'est ça, en fait, qui va jouer. Donc, parfois, si vous voulez comparer, est-ce que je peux faire des pièces en plastique ou en bois, qu'est-ce qui serait le plus cher? Souvent, les pièces en plastique, au coût unitaire, peuvent être même moins chères que les pièces en bois. Mais bien sûr, il faut pouvoir assumer le capital des moules. Et pour les dés, la seule vraie différence entre un dé classique avec des pips ou des chiffres et puis votre dé custom, comme vous le voulez, encore une fois, c'est le moule. Parce qu'en fait, au coût unitaire, il n'y a pas de grande différence entre un dé classique. Parce que de toute façon, on va le fabriquer. D'accord? On n'a pas des bacs de dés tout prêts. On a des moules tout prêts pour les dés classiques. On va les injecter. Mais au coût unitaire, ça ne fera pas une grosse différence par rapport à un dé qui a été designé par vous. Sur le bois, tu dis que la forme, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais tu as quand même, sur un meeple par exemple, si je te fais des angles bizarres ou des trucs comme ça, tu vas pas pouvoir le faire avec des couteaux, tu vas devoir faire de la découpe laser. Donc tu as quand même des contraintes de forme, non? Tout à fait. Oui, mais la différence entre une découpe classique et laser est moins importante qu'une différence de volume de bois. C'est-à-dire qu'effectivement, sur des formes complexes, on sera obligé de découper au laser, ça va faire augmenter le prix du bois. Mais d'une manière générale, donc c'est vrai que si vous avez des formes complexes, qu'on est forcé à découper au laser et que vous voulez une première économie, c'est simplifier la forme pour faire la découpe classique. Vous gagnerez quelques centimes là-dessus, c'est sûr. Mais globalement, sur le prix total de votre jeu, ça va être le volume de bois qui va jouer le plus. Faites des petits meeples, quoi. Faites des petits meeples, exactement. Ouais. Alors, je disais qu'il n'y a pas de standard. Alors, effectivement, il y a quand même des choses standardisées. Hein. Par exemple, les base snaps, les bagues qu'on attache en dessous des figurines plastiques pour leur donner une couleur. Là, effectivement, on a des moules prêts, donc on ne vous fait pas payer un moule pour ça. Donc, effectivement, si vous dites, bon, je prends les bagues de 50 mm, ça vous coûtera moins cher que dire, non, je veux des bagues de 75. Ben, ça, on n'a pas, donc forcément, il faut payer le moule. Donc voilà, il y a effectivement quelques petits standards par-ci par-là. Pareil, les Sandtimer. Les sabliers, merci. Sont standards. Enfin, tant que vous prenez un sablier classique, forcément, c'est moins cher que si vous voulez faire votre propre sablier. Voilà. Sur notre formulaire, effectivement, il n'y a pas toutes les options au monde parce que c'est un parti pris. Okay, on a fait un choix pour vous, entre guillemets, en disant on pense que pour nous, pour vous et pour nous, ces trois types de papier, c'est la manière la plus économique, avec le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, pour faire des beaux jeux. Ça ne vous empêche pas de faire des demandes hors ce qu'il y a dans les menus déroulants, mais on essaie en fait de pousser un peu nos clients à rester sur le standard parce que c'est aussi à leur avantage au niveau coût souvent. Parfois, vous pouvez demander un truc unique qui ne reviendra pas forcément plus cher, c'est juste qu'on ne demande pas ça très souvent, donc ça ne rentre pas sur le formulaire. Démarrage du projet, alors qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez décidé que tel ou tel fabricant vous convient? En général, bon, encore une fois, ça peut varier d'un fabricant à l'autre, mais quand vous signez le contrat, qui souvent est le devis, hein, le devis a en général une partie, il y a le texte légal en dessous, vous signez ce contrat-là, et vous faites un dépôt qui typiquement est 50% du prix unitaire plus 100% de tout ce qui est outillage. C'est à partir de là où en fait vraiment vous enclenchez la pré-production de votre projet. Chez Panda, vous aurez un chargé de projet qui vous sera dédié pour en fait vous accompagner du début jusqu'à la fin. J'imagine que d'autres fabricants ont quelque chose de similaire. Et en général, ça commence par un coup de fil, un coup de Skype avec ce chargé de projet pour revoir votre devis en détail et puis clarifier tout ce qui reste à clarifier. Et souvent, il reste pas mal de choses à clarifier. Une fois que vous avez donc signé le contrat et que vous commencez un peu les discussions, vous avez commencé à nous envoyer vos fichiers ou vos fichiers 3D pour les figurines, vos éclatés de dés et vos fichiers graphiques pour tout ce qui est impression. Tous ces fichiers-là, on va les valider, donc il y aura pas mal d'allers-retours. Chez Panda, là par contre, vous avez un spécialiste pré-presse comme Jean-François par exemple,
qui lui va vraiment regarder en détail chacun de vos fichiers et vous faire des rapports en retour pour corriger ce qu'il y a à corriger. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les fichiers, de toute façon, doivent venir de vous. Hein. Le fabricant ne fait pas la modélisation 3D pour vous, ne prépare pas vos fichiers à votre place. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il vous aide et il apporte des corrections. Tantôt, il vous explique les corrections à faire que vous faites vous, tantôt, il les fait directement, notamment pour les pièces plastiques. On ne vous renvoie pas des pièces en disant changez le STL. En fait, on vous renvoie des images en disant on va modifier le STL de telle ou telle façon. Est-ce que ça vous va? Si oui, on fait la modification. Le STL étant un format de fichier graphique pour les figurines 3D. Ensuite, une fois que tous les fichiers sont validés, on passe en pré-prod. Donc là, vraiment, c'est là où c'est une phase en fait en général assez plaisante pour vous parce que c'est la première fois que vous allez toucher aux composants que vous avez imaginés, que vous avez inventés. Donc on va vous faire des échantillons de pièces plastiques, métalliques, bois, etc. Que vous allez recevoir hein, par courrier. Si elles vous vont, vous les validez. S'il y a des problèmes, vous nous expliquez sur ces problèmes-là et puis on fait un autre cercle. Pendant cette phase aussi, on va créer ce fameux PPC qui sera donc une boîte complète fabriquée. C'est semi-manuel. C'est pour ça qu'on n'en fait qu'une. Et ça permettra aussi pour vous commencer à vérifier tout ce qui est encombrement, positionnement des éléments dans la boîte, et puis tout ce genre de détails qui est très important avant de lancer la pré-production. Alain. Maintenant, il commence à y avoir des fabricants qui te fournissent entre 20 et 50 exemplaires Oui. qui sont tirés de l'exemplaire de PPC, on va dire, une fois que l'exemplaire de PPC est validé, qui nous vont nous servir à plein de choses, à envoyer ces protos quasi finaux à nos partenaires export, à s'en servir en com, à faire des jolies vidéos Ludovox par exemple. Et voilà, tout ça. C'est un service que moi je trouve de plus en plus indispensable. Panda, et je poserai la question à Radek après aussi bien sûr, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Alain, j'ai jamais entendu cette question auparavant, c'est bien la première fois que... C'est effectivement, enfin, du point de vue client, on comprend tout à fait que c'est le bonheur de pouvoir avoir des exemplaires, un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir faire votre marketing et puis présenter éventuellement vos distributeurs, etc. On ne le fait pas parce que simplement actuellement, on ne peut pas le faire à un prix correct. Un PPC, c'est du $400 en gros. Hein. Donc c'est vraiment une question d'organisation interne et puis de choix. On est pas vraiment organisé pour faire ça. Alors, comme il y a effectivement, on nous pose la question de plus en plus, moi, j'aimerais bien qu'on ait effectivement ce service à offrir. Je dirais que c'est pas vraiment encore d'actualité. Même ça grouille, c'est en fond de tâche, mais ça sera pas pour cette année, ça c'est sûr. Pour ajouter à ce point-là, en fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va être au niveau de la MPC où ça sera beaucoup plus simple de pouvoir fournir quelques exemplaires finaux à ce moment-là, mais plus tôt. On comprend que c'est pas le même timing non plus. Parce que moi, si j'envoie ces exemplaires à mes partenaires export, ça va influer sur la taille de mon print, par exemple, tu vois. Ça va changer du simple au double ou au triple, quoi, tu vois, de 5000 à 15 000 boîtes. Et donc, quand tu me l'amènes en MPC, c'est trop tard, quoi. C'est plus là qu'il me le faut. Enfin, bon, voilà. Non, ça va. Mais effectivement, dans le cas de la MPC, ça peut être utile lorsqu'on va envoyer, parce que vous avez parlé de Ludovox ou des trucs comme ça pour les la com, reviewers, oui, ça je suis va. d'accord. Dans un point de vue d'internationalisation du jeu, effectivement, c'est au niveau des MPC, en termes de com, c'est utile, avoir un mois ou deux avant quelques exemplaires de MPC, c'est toujours bien. Mais c'est clairement pas le seul. Et je te dirais, c'est même le moins important, parce que tu peux... t'arrives à tourner avec un ou deux exemplaires en termes de com, tu vois. Alors qu'en termes de ton partenaire export, tu ne vas pas lui dire je vais te l'envoyer, puis tu me le renvoies dans une semaine parce que je vais le renvoyer à quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Enfin, ou alors je fais un jeu tous les 10 ans, mais tu vois. Donc, Alain, tu as raison, et malheureusement, je ne peux pas t'offrir ce à quoi tu as droit.
Ah, mais moi, c'est pas. Voilà, je vous dis juste que Non, mais il y en a d'autres C'est- qui le font. Hein. vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Ouais. Ben, j'aimerais bien que ça change. Après, bon, c'est pareil, hein, tout change. C'est la demande. Hein. En général, plus les clients demandent, plus les choses changent. Tu as raison. Ok. Donc, c'est important à retenir, c'est que vraiment la phase de pré-production, c'est que quand vous obtenez le PPC, là, il faut vraiment, faut pas faire d'erreur, quoi. Il faut tout relire, etc. Et malheureusement, même parfois après le PPC, on découvre d'autres erreurs. Là, c'est pas un problème parce qu'on peut encore les résoudre, mais simplement, ça prend beaucoup de temps. Donc, comme la plupart des éditeurs ont des contraintes de temps vraiment très importantes, ça pose quand même problème, même de découvrir des erreurs au stade du PPC. Ok, donc PPC validé, on lance la production de masse. Donc là, pour la peine, c'est un des rares moments où vous pouvez vous relaxer. Alors, vous ne serez pas relax, je sais très bien, parce que vous attendez votre jeu. Mais il n'y a plus grand-chose à faire, hein, de votre côté, donc profitez-en pour peaufiner d'autres aspects de votre bébé. Pensez aussi que production de masse, parfois, il y a des facteurs climatiques, donc notamment le séchage, tout ce qui est papier-carton est fondamental. D'ailleurs, souvent, la différence de qualité d'un fabricant à l'autre peut jouer au fait soit qu'il n'ait pas l'espace ou n'ont pas donné le temps de séchage nécessaire, soit, ce qui arrive aussi parfois, c'est que vous êtes super rush, il faut à tout prix que vous ayez vos jeux pour Gen Con ou SN, et vous ne voulez pas, enfin vous ne pouvez pas, on va dire, pour des raisons économiques, donner le temps de séchage, et du coup vous risquez effectivement d'avoir des composants gondolés, ce que personne n'aime. Mais bon, voilà, le temps de séchage peut jouer sur la livraison finale, et notamment c'est pendant la production de masse qu'on a le temps en fait vraiment de régler les problèmes de shipping. Enfin, vous de votre côté, en général, il faut commencer un peu les recherches à l'avance, mais en gros, on a largement le temps pendant cette phase de préparer les marquages carton, contacter vos agents de livraison, etc. Je ne devrais pas dire etc. Etc. C'est pas un bon mot en présentation. Et n'oubliez pas de régler la solde, parce que si vous ne réglez pas la solde, on garde les boîtes. C'est comme ça. On a déjà eu des mauvaises surprises. Donc, pour finir, donc assemblage et livraison, donc on met sous cellophane, on met ça sur palette ou pas selon vos choix. Ça, c'est un petit détail aussi peu connu. En gros, il y a deux manières de livrer. C'est soit on met tout sur des palettes et on met ça dans les containers, soit les cartons sont livrés nus. La différence principale, c'est qu'avec des cartons nus, vous pouvez en mettre plus dans un container. Donc, si vous êtes ric-rac et que vous devez mettre, je ne sais pas, 300 cartons de plus, parfois, on peut le faire sans mettre de palette. Le souci, et puis ça joue aussi sur le type de carton qu'on utilise pour emballer, parce que sans palette, il nous faut du carton plus solide. Le souci, c'est que si vous ne prenez pas de palette, c'est que de l'autre côté, la personne, enfin l'entreprise qui va réceptionner ces paquets, parfois ils disent non, vous êtes fous, je ne vais pas prendre les boîtes une par une à la main. Donc c'est pas toujours possible pour tout le monde. Mais ça peut jouer, parfois même ça fait quelques économies de ne pas mettre de palette. Pendant la phase aussi assemblage et livraison, on peut réaliser les tests de sécurité, hein, type N71 ASTM, si nécessaire. Certains fabricants peuvent livrer vos jeux, vos boîtes, vos containers directement à votre distributeur ou warehouse. Entrepôt, merci Jean-François. Par contre, donc nous par exemple, on peut faire de la livraison, mais par contre on ne fait pas de traitement de commande, hein, ce qu'on appelle dans le jargon Kickstarter le fulfillment. C'est quoi le fulfillment en français? Dispatch, expédition finale, ouais, voilà. Ok. Donc ça, on le fait pas, et je pense que ça m'étonnerait qu'un fabricant le fasse, mais c'est possible parce que c'est très compliqué. Mais par contre, vous avez le choix, soit on vous envoie vos containers nous-mêmes et on gère ça pour vous, soit vous utilisez un agent que vous trouvez par vous-même, etc. Il n'y a pas de problème. On fait les deux. Alors la Chine, effectivement, il y a 25 à 40 jours de transit selon votre territoire. Et c'est là que se fait une grosse différence avec les fabricants européens. C'est que vous n'aurez pas... Il y a d'autres choses, mais certainement, vous faites fabriquer en Pologne, et ben, votre jeu en 3 jours, enfin, je sais pas, en 5 jours, il est chez vous, quoi. C'est un gros avantage. Donc, l'inconvénient de la Chine, l'avantage en général, c'est le prix ou parfois des types de composants qu'on fait peu ou pas en Europe, comme par exemple les composants plastiques, comme les figurines. Mais il faut être capable de tenir ces 25 ou 40 jours de plus selon que ce sera livré. Voilà. 2 petits trucs pour terminer. Au niveau planning, ça, je vous ai mis un planning d'un projet que je viens de terminer. Donc voilà.
pour vous donner un peu une idée du temps que ça prend, ça, c'est un projet qui a pris à peu près 4 mois. 4 mois, c'est plutôt bien pour un projet. Hein. C'est pas facile de faire un projet en 4 mois. Là, pourquoi on a réussi, c'est parce qu'il y avait très peu d'impression. Il y avait surtout des figurines plastiques et qui, pour la peine, sont bien passées. Il n'y a pas eu de problème en termes de validation des échantillons. Il y a eu très peu d'impression. Il n'y avait pas de dés, etc. Donc, en à peu près 4 mois, on a réussi vraiment à faire le projet de A à Z. Mais en moyenne, il faut quand même compter 6 mois pour un projet classique. Classique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais bon. Après, sur des gros projets, hein, quand vous parlez des gros Kickstarter avec 150 miniatures en plastique, etc., là ça se décompte, je vais dire en année, en tout cas 1 an sûr, mais on passe facilement du 1 an et demi, et puis après, sur des choses complexes où en plus il y a eu des problèmes d'un côté ou de l'autre, ça peut passer à 2 ans, quoi. Donc là, on voit rapidement, je ne vous détaille pas, mais vous voyez qu'il y a les phases de pré-production, production, livraison, assemblage, etc. Création de moule, c'est au moins 30 jours. En général, c'est 30 jours pour faire un moule plastique. Et après, derrière ça, il y a faut raffiner le moule. Refine. Oui, raffiner le moule. Non, raffiner, ça se dit, ouais. Donc, ça prend quand même du temps. Et dernier point, ou avant-dernier point, il y a des périodes très chargées sur le calendrier d'un fabricant. C'est quasiment tous les fabricants ont ce même problème. Le fabricant chinois a une problématique supplémentaire qui est le Nouvel An chinois. Mais en gros, le pouls d'un fabricant de jeux, ce sont les salons, et en particulier la Gen Con et SN. Et donc là, les zones que j'ai mis en pointillés rouges sont des zones très difficiles pour nous, parce qu'on a une charge de travail énorme. Et pour vous, ça veut dire que, par exemple, si vous faites des demandes de devis pendant ces périodes-là, ça peut prendre plus de temps, parce qu'on est au taquet. Ou pire, apporter un jeu peu de temps avant cette période-là en disant « est-ce que vous pouvez le faire pour Gen Con ?» alors qu'on est sur le point d'arriver sur une de ces périodes-là, ça va être très difficile. Donc, effectivement, la semaine avant et pendant les deux gros salons mondiaux sont très chargés, donc ça peut aussi avoir un impact sur vous. Et en plus, en Chine, il y a le fameux Nouvel An chinois qui est en gros, on va dire, courant février. Il y a des petites variations d'une année sur l'autre. Et pareil, en général, le dernier mois avant le Nouvel An chinois, c'est aussi un mois de folie où les clients ont besoin de charger leurs jeux dans des containers et sur des navires. Et forcément, des projets en avance, c'est très rare. La plupart des projets ont du retard. Et donc, quand beaucoup de projets ont du retard et que tous les éditeurs veulent leur jeu sur un navire juste avant le Nouvel An chinois, ça pose beaucoup de difficultés. Et on ne dort pas beaucoup. Tu as cette chance, tu dors mieux que nous pendant cette période. Oui, exactement. Voilà. Donc, petit conseil. Bon, là, c'est plus pour des tout premiers créateurs. Même si on comprend très bien que parfois, votre premier jeu, c'est votre bébé et que vous avez décidé de créer un jeu fabuleux avec 1 milliard de composants. Et voilà, il faut poursuivre votre rêve, ça c'est clair. Mais d'une manière générale, si vous pouvez être humble sur votre premier projet, on vous le conseille vraiment parce que c'est toujours plus complexe qu'on l'imagine. Et pour essayer de retirer... En fait, la fabrication, c'est un exercice de gestion des risques, comme beaucoup de choses sur Terre. Et de votre côté, ce que vous pouvez faire pour vous assurer qu'un projet fonctionne bien, c'est essayer de retirer un maximum de risques. Et un des risques, c'est d'avoir un projet, un jeu complexe avec beaucoup de composants. Donc, si possible, faites simple pour votre premier jeu, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous utiliserez ces leçons pour vos jeux suivants qui, pour la peine, vous pourrez vous faire plaisir et être plus complexes si c'est ce que vous recherchez. On vous donne un formulaire et des ressources en ligne. Utilisez-les là parce que beaucoup de questions sont répondues à travers ces ressources et le formulaire. Donc, vous pouvez gagner du temps. Au niveau prix, avant de vous lancer sur 30 add-ons et 50 stretch goals, pour ceux qui font du Kickstarter en tout cas, essayez déjà d'obtenir un prix cible qui vous convient bien sur la version de base. Et une fois parce qu'il y aura déjà des allers-retours pour obtenir ce prix-là. Une fois que vous l'avez, à ce moment, effectivement, commencez à explorer d'autres pistes. Et notamment, l'autre problème des stretch goals et add-ons, c'est au niveau logistique, ça peut devenir très, très, très compliqué, très, 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 très vite. Surtout, à travers des Kickstarter, vous pouvez avoir des clients un peu partout dans le monde. Ça devient un enfer. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai tenu dans les temps? Ah bon, c'est bien. Ah oui, ça mesure la parole. Ah, nickel. Voilà, désolé, c'est un peu rapide. En fait, on est là surtout pour les questions-réponses, parce que c'est ça qui nous fait plaisir, mais plus ensemble. Déjà, s'il y a une ou deux questions avant que Radek fasse sa partie, n'hésitez pas.
Oui, non, peut-être? Non. Non. Donc, du coup, on va remercier Emmanuel et Jean-François, et puis on va laisser la parole à Radek. Oui, on va glisser. Voilà, les chaises musicales. Bonjour. Excusez-moi pour les erreurs au niveau de la langue, mais je ne suis pas francophone comme vous avez déjà réalisé. Par contre, je vais essayer au mieux possible. Merci beaucoup pour être invité sur ces réunions. Grand merci. Je voudrais présenter premièrement, très très court, notre société. Au niveau de la structure, ça c'est une présentation globale, mais je vais passer quelques slides. Et après, on va rentrer dans la présentation qui est faite exactement pour cette présentation. Alors, en général, nous sommes Fabryka Kart, c'est un brand de structure polonais qui était avant Fabryka Kart Treffel Kraków. Nous sommes brand uniquement fabrication à la demande. Alors, on a 70 ans d'expérience, un peu plus déjà, parce que la société était... on va voir sur d'autres slides. Plus qu'1 billion de produits déjà fabriqués, 15 millions de produits chaque année, 28 pays, je pense déjà plus, mais c'était préparé, ça fait un peu de temps. Et voilà. Et comme on voit, on était installé en 1947. Alors, à ce temps-là, en Pologne, on avait un autre système de politique. Alors, c'était une société nationale, on peut dire, parce que tout appartenait au pays. Et c'est une seule société qui a fabriqué cartes à jouer dans la région de l'Europe centrale, l'Est, à part de Russie, parce que là, il y avait à Pétersbourg, il y avait une autre usine. Mais à Cracovie, c'est une usine qui a en fait fabriqué pour Pologne, Tchécoslovaquie, à période aussi à Hongrie, territoire autour. En fait, jeu traditionnel, jeu de cartes. Comme dans notre nom, Fabryka Kart, on voit bien qu'on est usine de cartes. Alors ça, c'est notre particularité. Par contre, juste après chute du communisme, la société était pas juste, mais en 1997, la société était rachetée par monsieur qui avait déjà une petite structure pour fabrication de puzzles au nord de Pologne. Et ils ont structuré une autre entreprise avec les gens qui ont déjà travaillé dans notre usine. Ça où on a commencé de fabriquer aussi à la demande. Mais le grand changement, c'était plutôt ça fait déjà 10-15 ans, on a vraiment changé notre idée de business, parce que là, jusqu'à cette période-là, on a fabriqué jeux de bridge, jeux de tarot, jeux de poker. Et là, on a commencé d'investir dans le parc de machinerie pour pouvoir répondre sur marché promotionnel, alors jeux de cartes promo, et aussi sur marché d'édition de jeux, qui est maintenant notre marché le plus important. Ça, je vais passer vite sur certaines photos, parce que là, dans notre présentation qui serait déjà en français, nous aurons ces détails-là. Ça, nous aurons aussi sur notre... Oui, nous sommes juste pour donner une idée, maintenant nous sommes déjà 200 gens qui travaillent à l'usine.
et ça augmente tout le temps. L'année dernière était pour nous une année très grand. Je vois dans les premières, sur les premières lignes de cet auditorium, déjà très bons clients qui sont déjà des amis en industrie. On a commencé de travailler l'année dernière. Alors l'année dernière était vraiment important. Ah mais tiens, juste pendant que tu passes un peu tout ça, chez Panda, vous êtes combien, vous? À l'usine ou l'équipe de Tout? Tours, on doit être autour de... Alors, l'usine, bien sûr, ça monte et ça descend selon les périodes. Mhm. On va dire autour de 200 en moyenne, 200. D'accord. OK. Alors, on est là pour cette présentation. Qui est déjà en français. Alors, je voudrais regarder de manière des processus de fabrication. Alors ici, première chose importante, déjà collègues ils ont dit pas mal de choses qui sont importantes au niveau des fabricants pour avoir ces premières devis. Alors, premièrement, ce qui est important d'avoir précisé le tirage, de préciser le tirage. Moi, je pense, à part des clients avec lesquels on se connaît bien, je pense dans moitié des demandes de devis, toujours manque tirage. Il y a d'autres choses, mais tirage, non. Alors, ça, c'est déjà important. Surtout en Europe. Parce que comme vous êtes déjà en business, vous savez bien qu'au niveau d'impression, en Europe, les prix vont, la ligne de prix va être beaucoup plus sharp qu'en Chine où on commence avec un prix déjà bien, mais ça ne descendra pas si vite qu'en Europe. Alors, lister les composants avec leurs dimensions, les matières premières à partir de laquelle sont fabriquées. Concentrez-vous sur l'aspect technologique. Alors, format, matière première, impression, et non sur les mécanismes de jeu. C'est pas la question qu'on ne veut pas jouer le jeu. On va connaître, on veut bien connaître, mais si on parle sur détail, il faut être vraiment bien sûr au niveau des techniques. Alors, par exemple, carte d'action, carte héros, carte. Je parle les formats, mais j'ai déjà idée comment jouer. Pour que ces échanges soient simples, vite, parce qu'ici on parle pour nous vraiment la vitesse est importante. Alors plus la demande est précise, on peut répondre plus vite. Normalement pour le jeu, on essaye d'être entre 3 jours, en maxi 1 semaine. Une semaine pour moi c'est vraiment maxi pour donner le devis. C'est aussi important si on planifie fabrication de jeux multilangues. Alors dans le jeu multilangue, il faut toujours savoir, c'est aussi important au niveau de création de jeux. Si on fait un jeu juste pour la France au début, c'est vraiment pas bête de rester sur certains éléments de jeu qui sont langues indépendantes. Alors si on peut éviter par exemple texte sur le dos des cartes, mais sur tout le dos des cartes, pas sur un, parce que si on laisse par exemple impression texte sur dos des cartes, juste sur un, ça va être traité comme changement sur toute impression. Vous allez dans le moment, vous allez voir pourquoi c'est comme ça, parce que c'est imprimé sur la feuille, on sait bien. Aussi, si on a plusieurs paquets de jeux dans un paquet de cartes dans un jeu. Par exemple, si on a 5 paquets ou 10 paquets, c'est important si on peut garder même entre différents decks. Parce que ça, on peut traiter comme aussi un langue. Alors, c'est aussi important. Comment préparer la demande de devis? Normalement, si les matières premières ne sont pas connues, normalement, on ne sait pas toujours.
quelles sont exactement les matières. Et ça, c'est complètement normal. Alors ici, à tous nos clients, à tous nos prospects, on donne toujours une petite boîte avec échantillons avec différents types de cartons pour carte à jouer et type de finition pour punchboard, plateau, boîte. Parce que nous sommes vraiment spécialistes dans tout ce qui est imprimé. Alors Anna va vous donner un petit échantillonnage, petite boîte avec différentes matières, lesquelles vous pouvez voir. Et normalement, si vous passez la demande de devis, après vous savez exactement quel type de matière vous allez recevoir. Je comprends. Après, on va aussi parler probablement ici au niveau de prototypes, etc., de copies. Ici, si on est juste sur impression, alors on est boîte, plateau, punchboard, carte. On n'a pas cet aspect plastique, bois, où vraiment, sans toucher, c'est difficile à décider. Ici, si on parle sur tout ce qui est vraiment imprimé, si on a confiance, ça c'est pour nous ce qui est le plus important ici pour fabrication en Europe, en Union européenne, pour notre société surtout, ça c'est d'avoir la confiance. Alors ici on évite beaucoup des erreurs, on voit exactement sur quel type de support et quelle finition nous aurons. Et vous pouvez voir après juste comparer ces échantillonnages avec des devis lesquels vous allez recevoir. En plus, sur ces échantillons, sur chaque carte, on voit exactement la matière sur la ligne jaune, mais aussi il y a un petit catalogue avec des photos des sociétés, etc., etc. Alors, etc. On doit pas dire. On fera après la question. Alors, ce qui est important, à part de ce que je dis juste avant, au cas où le jeu aura un succès international, alors là, bien sûr, tenir plateau ou carte, c'est normal que la boîte serait toujours langue dépendante et règles seront toujours langue dépendantes. Mais il y a des sociétés entre vous ici même que c'est juste un changement. Et après, dedans dans le jeu, c'est tout exactement la même chose. Alors ça, c'est une chose qui est importante. Une autre chose, c'est comme on voit ici, par exemple, sur ces petites photos, si on crée une gamme de produits, c'est bien de tenir les mêmes caractéristiques au niveau des formats de cartes, au format de boîte, et de les tirer en même temps. Parce que là, on a vraiment bonne économie d'échelle au niveau de si, par exemple, vous aurez ici boîte débat débile ou question de merde geek ou là c'est pas gueule. Par exemple, si on a 3 jeux où il y en a plus aussi dans cette gamme-là, si aujourd'hui vous avez besoin de 3000, 5000 plus 8000, dans 3 mois ou 5 mois, vous savez pas exactement où ça va aller, dans quelle direction. Alors, bien sûr, amalgamer, de faire des boîtes dans le même format, vous payez juste changement de plaque d'impression. Après, au niveau d'outillage, de travaux sur machine qui fait des boîtes, c'est juste installer sur certains formats et après, on y va. La même chose sur la machine qui fait des coupes. C'est la même chose avec les cartes. C'est difficile parfois d'obtenir les mêmes nombres, etc. Mais si on sait que nous allons créer une gamme, peut-être nous aurons un jeu avec un peu plus de cartes en avenir, peut-être c'est mieux d'avoir juste idée de départ, dans quelle gamme, dans quel segment nous serons, et par exemple d'optimiser déjà dès le début. Juste après, d'avoir possibilité de tirer en avenir dans le bon prix. En fait, tous les jeux qu'on voit ici, tous ces gammes sont toujours fabriqués plusieurs différents titres. Par exemple, ici, entre ça, j'avais jamais un produit qui était imprimé
séparément. C'est juste parce que à certains moments, vous serez devant une décision qu'il vous manque juste 1 000 ou 1 500. Alors le produit, c'est déjà quelque part à la fin mais on veut bien fabriquer. Si vous demandez juste pour fabrication 1 000 ou 1 500, ça va être vraiment fort au niveau des prix. Ça va être dur. Par contre, si vous ajoutez un autre jeu qui est en plein croissance, vous allez payer une tiers des prix que vous pouvez obtenir si vous tirez séparément. Alors, si on regarde stratégiquement, c'est là où on peut éviter des efforts, des défauts, juste au niveau, vraiment au départ de fabrication. Ici, on peut plus aussi dire un peu plus après. On passe aux technologies. Ici, on voit une machine impression offset. On a 2 machines impression offset, une très très nouvelle de l'année dernière, une autre un peu plus ancienne, mais cette année on va aussi changer. Maximum vitesse, c'est 12 à 15 000 feuilles par heure. Alors si quelqu'un demande pour un prix d'1 000 jeux, d'1 000 feuilles d'impression, d'1 000 paquets de cartes, il faut savoir que presse la perdre de matière, ça va jouer grand rôle. Et après 5 minutes pour la machine, c'est pas beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, c'est effectivement, si tu veux faire 1000 ou 1500 feuilles, ça va être 5 minutes de machine. Mais une machine comme ça, pour la préparer, pour la mettre au point, ça va te prendre quoi? 1 heure, une demi-journée, une journée? Non, normalement, l'ancienne, ça va prendre à peu près 1 heure. Cette nouveau, à peu près 40 minutes. Mais ça coûte ici en impression offset, c'est pré-impression, pré-print. Alors, tu veux dire que c'est plus la perte de matière que le temps de préparation? C'est la perte de matière parce que ça va être toujours excuse-moi, parce que ça, je peux pas me bouger. Ça va être aussi la matière et aussi le temps de pause sur la machine. Parce que pour caler 1 heure et après d'obtenir non, je peux pas. Excusez-moi. Ok. Alors c'est le 2. C'est 2. Alors carte. Ici on a fait un petit film que vous voyez carte hier et carte aujourd'hui. Pourquoi ça? C'est une petite présentation de film. On voit sur un film hier que les cartes sont coupées dans les lignes. Après, les cartes sont coupées déjà dans la forme rectangulaire avec coin droit. Et ici, on voit, par exemple, à un côté, on voit arrondissage manuel sur la machine ancienne, chaque coin. On a encore une machine comme ça on n'a pas jeté une autre machine qui est entièrement automatique. C'est juste pour vous montrer quelle est la vraie différence. Alors ici, hier, comme on voit, carte hier, à partir d'un moment je veux mettre... Pourquoi ça marche? Je veux juste mettre encore une fois un à côté d'autre. Alors on voit exactement la même opération, mais sur machine, sur des machines, plusieurs machines anciennes. À droite, on voit tout fait au niveau de fabrication à partir des mises des feuilles déjà imprimées jusqu'à départ d'un deck déjà avec coin arrondi sous cello. Même aussi avec possibilité de mise
sous étui carton automatique. Et du coup, tu sais dire combien tu produis de paquets de cartes avec la première et avec la seconde? Combien de paquets Par heure, par exemple? Combien de paquets? Ça peut être sur les machines automatiques, si on a sur 55 cartes, ça pourrait être 6-7 000 par 8 heures, alors presque 1 000 par heure. Ici, c'est 25% de ça sur les machines manuelles. Sur la machine manuelle, tu faisais 1000 par heure. Non, c'est sur automatique. Sur automatique, tu en faisais 1000 par heure. Alors, ça va être 300 sur. Ah oui, d'accord. 300. C'est un fois 3 fois 4. Par contre, réglage des machines sur ce format, réglage des machines manuelles, c'était à peu près 2 heures, contre réglage des machines automatiques 8 heures. Alors, pour petit tirage de forme, de cartes spéciales, on tient toujours ce type. Si quelqu'un veut 300, 500 jeux spéciaux, on ajoute 4 cartes ou 8 cartes. Ce n'est pas la peine de mettre machine automatique. Alors, en général, c'est bien d'être dans notre norme 58-88. C'est juste parce que on a une ou deux machines, on a 7 machines entièrement automatiques pour faire des cartes, et il y a 1 ou 2 qui sont toujours sur ce format-là. Alors, c'est bien, comme on voit à la fin, on peut faire tout ce qui est entre 44 et 68, alors format solitaire, on dit, patience, petit deck, jusqu'à grand tarot, tarot Fédération française de tarot, mais plus grand tarot divinatoire jusqu'à 85, 120. En fait, ce sont des mesures de fabricants de machines, notamment allemands, parce que pas tous, mais en Europe en général, ce sont des Allemands qui font des machines pour faire des coupages de cartes. Ils sont prévus entre ces formats petit et grand tarot. Si on a déjà 5000 feuilles d'impression, on peut envisager de faire chaque format entre. Alors, on peut faire chaque format entre ces petits tarots sur machine automatique. Par contre, si on est dans la petite quantité, 2000, 3000 feuilles, là, c'est mieux d'être 58-88. Et encore une fois, si vous avez planifié premier tirage qui est déjà sur 5000 feuilles, mais vous voulez changer légèrement le format, je conseille quand même d'être sur 58-88, juste au cas où vous aurez besoin, par exemple, réimprimer sur 2000. Ou aussi d'être mieux au planning au niveau des peak periods. Ça, c'est aussi important. Ici, on voit... je t'interromps 2 secondes. Les machines de cartes en Chine, c'est des machines chinoises ou l'Allemagne a envahi tout le marché? C'est un mélange des deux, mais l'Allemagne a globalement envahi. De toute façon, de manière générale, la Chine fabrique avec des machines allemandes sur tout ça. D'accord. Mais même là-dedans. Alors, on a 3 presses qui sont, je crois qu'il y a 2 allemandes et une chinoise. Je ne suis même pas sûr que la dernière, c'est une ancienne presse chinoise, je ne suis pas sûr. Et la dernière qu'on a installée il y a 3-4 mois, c'est une grosse Heidelberg allemande. Ok. D'accord. Beaucoup de machines allemandes, même en Chine, bien sûr. Fin de la parenthèse. Ici, on peut voir différents formats de cartes. En rouge, c'est marqué 58-88. Par contre, à partir des formats cartes carrées 68-68, en fait, ce qui est le plus... ça, c'est un format de cartes patience largeur. Alors, juste pour couper les coins arrondis automatiquement, il faut être sur ces formats-là pour avoir un très bon prix, parce que c'est possible d'avoir double coupage et d'avoir la carte encore plus petite. Et aussi, on voit différents cartes ronds, cœurs, etc. C'est aussi possible. Plus grande différence dans les matières que vous avez déjà chez vous. Là, il y a 2 différents types de cartons. Alors, carton mono, on voit à gauche. Alors, c'est un couche de carton et carton
Pro, alors avec écran. Carton Pro, ça vient d'environnement poker, bridge, etc., etc. Alors ça donne un peu plus de rigidité, mais surtout ça évite de voir qu'est-ce qu'il y a sur d'autres côtés des cartes, comment on joue les cartes. Alors en général la plus grande différence. Alors, comme l'effect, comme déjà matière première comme carte, il y a aussi possibilité de cartes linen, alors carte toilette. Chez nous, c'est juste sur la gamme Pro. Je sais qu'il existe aussi sur la gamme mono, mais il faut prendre en considération que en fabrication des cartons, en fait, comme on fait la structure linen, ça donne un peu moins de rigidité. Alors si on fait ça sur les cartons mono, on a vu des échantillons sur lesquels il y a partie des compétiteurs qui utilisent. Selon nous, c'est trop mou. Ça ne revient pas bien à l'étape finale. Alors, on préfère de tenir linen juste sur le carton Pro, juste pour n'avoir pas cet effet-là. Carte avec... je t'interromps là aussi. Donc, ton 300 ou ton 320 grammes, c'est ce qu'on va appeler du black core en fait. Ce qui correspond au format plus usuel en Chine, c'est l'impérial ou je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous faites du black core aussi, mais il y a aussi un format spécifique. En fait, ce qui est intéressant, c'est comme traditionnellement Fabrica Carta sont un peu des pros de la carte. La gamme qu'ils proposent est beaucoup plus large que la nôtre, par exemple. Ouais. Donc, quand tu parlais de parti pris, chez Panda, on dit bon, pour les jeux de plateau, les jeux de société. Parle bien dans ton micro, sinon on ne t'entend plus du tout. Dans le parti pris, on s'est dit qu'il y a principalement 3 types de cartes qu'on veut mettre dans des jeux. Au niveau grammage, c'est du 300 ou du 310. Et en termes de corps, on a 3 types de corps. Le corps de base, c'est le blue core, qu'on trouve dans la plupart des cartes qu'on fait, parce que là, souvent les clients veulent les cartes les plus économes possibles. Et ensuite, on est sur l'ivory core, qui est... donc le blue core, effectivement, si vous prenez une carte de blue core et que vous la déchirez, vous verrez un peu de poudre bleue. Ouais. Il ne faut pas la renifler. Jean-François, tiens, j'ai trop parlé. Termine les 2 autres corps, la white et la black. Oui, donc le ivory core qui va être le cœur blanc, donc au niveau de la carte, puis après ça, il y a le black core, et ça, à ce niveau-là, en fait, il y avait la question tout à l'heure, ça, c'est du papier qu'on importe d'Allemagne, puis je crois que l'ivory core, il vient du Japon. D'accord. Et puis, dans les échantillons qu'on remettra à la fin de la présentation, vous allez avoir des exemples et de Black Core et de Ivory Core. C'est un échantillon qui est un peu plus ancien. Il y a le Grey Core à l'intérieur, mais comme Manu disait, ça a été remplacé par le Blue Core récemment. Donc, en fait, le grammage, c'est une chose, le core, c'est une autre. On peut faire plusieurs combinaisons. Et en l'occurrence, nous, c'est 300, 310, 310 en blue, ivory et black. Ok. Excusez-moi, je dois juste changer l'ordi parce que là, il prend ton temps. En attendant, poser des questions. Ben voilà. Et donc... moi, je vais poser une question. Parmi vous, y a-t-il des éditeurs créateurs qui ont pas encore fait leur premier jeu? Hein? Ok. Et tu as prévu de faire ça par Kickstarter ou Trodi, ou tu sais pas encore? Trodi, ouais. Par contre, je veux bien qu'on lui amène le micro parce que... non, en fait, je suis jeune éditeur, mais j'ai déjà sorti un jeu, mais c'est pas moi qui l'ai produit, donc du coup, je n'ai pas encore réglé ces problématiques moi-même. D'accord. Du coup, je vais découvrir tout ça. Et quelles sont les questions en termes de fabrication qui t'empêchent de dormir aujourd'hui, si t'en as? Peut-être que tu dors bien. Pour l'instant, je dors bien, mais c'est parce que j'ai pas encore mis le doigt dans la production. D'accord. Donc ça va arriver. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te ferait... parce que là, j'ai fait exprès, moi, d'inviter
un fabricant asiatique et un fabricant européen. Et du coup, toi, tu choisirais pourquoi, comment? Ah, bonne question. Après, moi, le premier jeu que j'ai sorti a été fabriqué en Pologne, donc effectivement, c'est pratique parce que ça vient vite. Après, il a fait qu'un tirage, donc finalement, comme il n'y a pas de retirage, enfin, j'ai pas eu de problème de rupture, de problème d'approvisionnement, donc j'aurais peut-être gagné un peu plus de sous en le faisant produire en Chine. Après, on espère toujours faire des jeux qui vont faire plus qu'un seul tirage, donc après, c'est compliqué à choisir. Ok, Malek, on a assez mobilisé pour toi. On continue. Merci beaucoup. Merci. Parce que là, il y avait le changement des films dernière minute. Ça, c'est très important au niveau des cartes de comprendre bien. Là, les films, c'était pas facile à faire expliquer. Mais normalement, ce qui est important en processus, comme on a vu, quand on a mis un feuille de papier dans une machine pour première coupe dans les lignes, comme on a vu sur le film ancien et nouveau. Là, comme les cartes sont avec bord blanc ou bord dans une autre couleur, on peut les faire sur coupage simple. Alors, on met dans la machine oui, carte avec bord monocouleur. Alors ça, c'est coupé dans les lignes et après, juste les coins sont faits arrondis sur la machine. Et après, c'est fait sous celle-là. Alors ça, c'est le processus sur une machine d'un moment de mise de feuilles dans la machine. Si on parle sur le double coupage, alors carte avec dessin préparé au fond perdu, là, sur les machines qu'on a vues à un moment, juste un moment avant, on voit sur ici, là où on a numéro 1, on voit on va sortir d'un deck avec coin carré et le format des cartes un peu agrandi. Après, on met sur la machine qui est, là, on voit sur numéro 2, on pousse par une machine qui s'appelle Bush, c'est le fabricant des machines, je pense, tout le monde utilise. Et après, on revient sur machine. Partout. Non. Et après, on revient sur la machine pour faire cellophanage. Alors, il y a une opération additionnelle dans ce processus. Alors, au lieu d'avoir déjà deck prêt, il faut ajouter, même si on met machine 1 à côté de l'autre, ça c'est du temps et de main d'œuvre. On travaille sur ça pour cette année. Nous allons intégrer une machine qui va nous permettre de faire tout ça en ligne. Mais là, par contre, le choix des formats sera plutôt petit. Alors, bridge, poker, tarot, parce que là, juste l'outil qui normalement qui est fait ici sur là où on a voit numéro 2, c'est un petit outil. Alors, ça coûte 1000 €. Mais là, outil sur la grande machine, sur la grande ligne qui va tomber sur un décompteur, ça va représenter quelque chose de beaucoup plus. Alors là, le choix de format serait simple. Mais juste pour donner, pour montrer comment... Attends, pour être bien sûr de comprendre, ça veut dire que là, au cours de l'année, toi, tu n'auras plus de différence sur des petits formats entre du bord monocouleur et du fond perdu. Ce sera pareil pour toi. Non, en ce moment, nous avons des machines. On va toujours tenir la même démarche de fabrication que maintenant. Alors, nous allons faire carte avec coupage simple ou carte double coupée, comme ici on voit sur les schémas. Mais en plus, nous aurons une machine qui va avoir la possibilité on peut dire, des machines numéro 2 sont déplacées à la main et les faire en ligne. Oui, d'accord. Donc, ça restera un peu plus cher de faire du fond perdu que du monocouleur parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais cette étape-là sera automatique et sur la même machine, donc ce sera réduit. Oui, exactement. C'est la raison, par exemple, pourquoi en Europe, en Chine générale, même sur les formulaires des collègues, je n'ai pas vu la différence bord blanc, non bord blanc. Parce que normalement, ici, fond perdu, c'est normal.
je pense, dans le processus de fabrication de découpe en Chine, globalement. Ah ouais, Si vous vous- en foutez totalement, vous. Si vous demandez chez autres collègues d'Europe, C'est pas la même. c'est la même que chez nous. Voilà. Alors, c'est important. Mais on peut donc améliorer le parc de machinerie pour que ça soit encore plus, tenir la même automatisation, mais aussi faire le fonds perdu, et ça va être le cas aussi. Ou bien on peut contourner les systèmes. Alors ici, c'est un cas de dessin, lesquels on fait à partir des planches entières. Alors, par exemple, on voit bien sur c'est ce qui est en milieu, Winston, on voit qu'il y a des chiens qui passent d'une carte à l'autre. Alors, on peut couper ces feuilles avec coupage simple, même s'il y aura maximum mouvement, on dit 1 mm, ça c'est déjà sur la limite. Alors même si ça va bouger à droite ou à gauche à 1 mm, ça changera rien. La même chose avec ces personnes sur Mixit, là, il se compose de 3 éléments. C'est pas pour rookie qui ne sait pas comment préparer les fichiers, mais il y a des clients qui vraiment font de planches entières, et après on traite au niveau des coûts et de fabrication, on traite comme carte à bord blanc, parce que le dessin était préparé à partir du début pour coupage simple, mais comme on voit la carte finie, on ne voit aucune différence. Ici, un peu de détails, disposition optimale. On peut après envoyer ces présentations, mais en général, format patience, format bridge, format poker, format tarot français. Mais on va aller plus vite. Notre point très très important, c'est du vernis carte à jouer. On est dans l'idée de ne pas toucher trop au niveau des effets spéciaux pour les cartes, parce que comme on est spécialiste dans bridge, dans poker, on est fournisseur de fédérations françaises de bridge, de fédérations françaises du tarot, le championnat mondial sur le bridge ou sur les SCAT, World Scat Association, il joue aussi avec nos cartes. En fait, les machines à distribution pour faire carte bridge, ça c'est aussi important. Alors notre vernis, c'est vraiment vernis de beaucoup des années d'expérience. Alors on préfère d'ajouter l'effet spécial sur les boîtes, sur plateau, mais sur carte si possible. On est vraiment pour vernis typique carte à jouer, parce que si vous voulez pelliculage mat, pelliculage brillant, la carte ne va jamais être avec même glisse, avec même au niveau même de distribution des cartes. Ça c'est dur. Les cartes ils collent un peu. Alors vraiment au niveau ici on a un vernis standard, ou bien on peut mettre, on a aussi possibilité de faire double vernis par exemple. Mais ça c'est vraiment pour des joueurs professionnels. Ici, un peu plus court, au niveau des punchboards, juste comment on voit comment ça se compose d'une couche rigide au milieu, d'un papier qui est contre-collé. Bien sûr, ce papier est pré-imprimé avant. On est sur 3 grammages basiques sur carton pour punchboard. Mais aussi, il y a un investissement fin de l'année. Nous aurons possibilité de couper jusqu'à 3,5 mm. Mais là, maintenant, il faut trouver les matières en Europe pour ça. Mais il y en a. On a déjà essayé sur 3 mm. Les matières, tu veux dire que t'as pas assez de commandes pour ça ou... Non, en fait, il faut aussi avoir la logistique, l'état de stock dans certains, dans ça ce que le client il commande. Normalement, 2 mm c'est complètement suffisant, même pour faire des punchboards très spécialisés où on fait connexion entre avec l'autre. Par contre, 3 mm, ça peut être bien pour le jeu d'enfant. Ça arrive, on demande. Papier définition, couche mat, couche brillante ou toilette comme vous avez dans
donc petit échantillonnage. En général, on est sur forme B2, A2 ou A1. Sur le plateau, on a deux possibilités. Alors, on a plateau avec bord rembordé, et plateau comme on voit ici à droite, et bord coupé à droite, plateau coupé à droite. Alors, on voit à gauche. On voit cette matière rigide qui est dedans. Et le format des plateaux. Le plus grand, ça c'est intéressant plutôt, c'est 57-94 ou pour couper à droite un peu plus grand. Parce que si c'est coupé à droite, on n'a pas besoin d'avoir un peu plus de papier pour faire autour. Ici, on voit à gauche des coupes semi-automatiques parce que là, il y a partie des reprises de ce petit punchboard des machines. Et à droite, on voit une machine qui fait des coupes entièrement automatiques. Par contre, machine qui est à droite, c'est jusqu'à 1,5 mm. Alors, si on est sur le punchboard 2 mm, le prix est un peu plus cher parce que se passe si vite et pas dans le même format. Ça, on peut voir comment les outils à couper, alors il y a un peu de matière comme caoutchouc, de métal qui tombe sur une machine ou l'autre. On peut utiliser dans les deux et ça fait l'effet final. Alors on fait avec ces machines de découpe, on fait boîte rigide, on fait étui carton, on fait plateau, punchboard. Partie insert, c'est très simple. Alors on peut faire entièrement blanc ou on peut imprimer. Plus grande complexité de pliage, plus prix élevé. On a pas mal de demandes pour un calage spécial, mais ici on doit aussi, toujours, il faut penser que ça c'est juste le carton. Alors plus de complicité, c'est pas juste question de prix, mais aussi de durabilité. Alors on doit trouver le compromis entre ces deux parties. Par contre, on sait bien comment faire des cales. On a des spécialistes qui font des trucs super. Et c'est possible. Il faut juste nous répondre si on a besoin vraiment ou c'est mieux de tenir quelque chose de simple qui va être durable. Les étuis carton, ici on voit juste la fin du processus. Alors les feuilles étaient imprimées avant, étaient découpées sur la machine, la même machine où on a vu dans la section punchboard plateau. Ici c'est juste pliage et après collage des étuis. Comme pour fabricants des cartes d'étui carton, c'est quelque chose qui est très important. Dans le marché de vrais jeux de société, c'est pas très courant. En général, on travaille sur 250 ou presque 300 grammes, alors sans pendatif et avec pendatif. Si on a ce pendatif comme lexicon, il n'y a pas possibilité de mise cello externe, parce que ce n'est pas la forme, alors on ne peut pas fermer pour le magasin. Et à la fin, c'est du boîte. Alors, ça aussi, ce petit film représente la fabrication des boîtes. Il faut juste imaginer que ça c'était pré-imprimé avant dans les feuilles et découpé sur la machine laquelle on a vu deux technologies. Après, le papier est collé avec du colle. Après, il y a des squelettes qui sont déjà pré-découpés aussi sur la même machine qu'on a vu avant. Et il y a centrage sur ces parties-là. Centrage 1 mm, c'est du maxi de centrage chez nous. On voit une petite boule en bas, que ça donne possibilité que l'air va en bas, qu'on n'a pas de boule sur produit fini. Et ici, on voit comment la machine fait après centrage, comment faire la boîte finie. Aussi l'année dernière, on avait, juste pour montrer comment dynamique ça s'est fait, l'année dernière, on a acheté deuxième machine pour boîte, et cette année, on a déjà troisième. On est dans le carton blanc ou gris, 1,2, 1,5 ou 2 mm.
papier définition, couche brillant, couche mat, papier toilette, vernis standard, dispersion, mat, brillante, vernis UV sélectif, pelliculage brillante ou mat. On a déjà presque 100 formats différents de boîtes où les outils sont déjà faits. Par contre, ici, on présente juste celui-là qui sont vraiment bien optimum au niveau de mise sur des feuilles. Le format de boîte le plus petit, c'est 15, 40, 50. Alors, on peut voir boîte vraiment petit. Je pense qu'on n'a jamais fait petit comme ça. Elle est grand 40, 60. Autre solution, forme intéressante, boîte de coups. Alors là, il y a deux fonds de boîte, un dans une autre, fermeture clamshell, alors fermeture sur côté, découpe sur le doigt. En fait, c'est pas besoin sur la plupart des bois, mais si les boîtes sont très longues, difficiles au niveau de la forme, on peut appliquer, mais c'est pas. Autre solution, par exemple, impression interne. Ici, il faut imprimer avant et aussi contre-coller les papiers qui est déjà imprimé sur planche. Des displays avec forme spéciale de découpe, par exemple. Et ici, on est dans la partie laquelle on fait outsourcing. Alors, cales plastiques, lesquels on achète, sont faits aussi en Pologne, mais ça, c'est pas directement chez nous. Éléments de plastique en bois, où mes collègues sont beaucoup plus forts parce qu'ils fabriquent. Nous fabriquons pas. Et ici, notre compétitivité en Europe, c'est qu'il y a beaucoup des éléments plastiques spéciaux ou bois. C'est plutôt à travers du monde où ça devient beaucoup plus compétitif. Dès qu'il y a beaucoup de boîtes, cartes, plateaux, mais surtout cartes à jouer, surtout chez nous, ça devient vraiment compétitif. Alors, ça tout dépend de la gamme, en fait, je pense. Le choix entre Europe et Asie, c'est ici où se décide plutôt au niveau qu'est-ce qu'on a dans le jeu. C'est-à-dire que tes éléments en bois, ils sont quand même européens? Oui, en fait, tout ce qu'on fabrique, on fabrique en Europe et on achète aussi des éléments qui sont fabriqués en Europe. Des éléments plastiques aussi sont fabriqués en Europe? Les éléments plastiques sont, je pense, on les achète par fabricants européens. D'accord, tu les achètes à un fabricant européen, tu ne sais pas si lui, il les... Je ne suis pas sûr, mais normalement, où sont préfabriqués, parce que notre idée, c'est de tenir des timings. Timing européen, c'est d'être vraiment dans les aspects des 6 semaines maximum. Alors, on peut pas donner le devis où il y aura quelque chose qui est à acheter d'Asie, parce que ça mais ça veut dire qu'il a déjà importé, qu'il l'a déjà... Peut-être c'est quelque chose qui est déjà fabriqué avant, oui. Ça peut se passer, mais jamais quelque chose qui est fabriqué à la demande. Ok. Alors, toutes pièces plastiques, s'ils sont préfabriquées avant, c'est juste quelqu'un qui les revendre, ça, je ne suis pas 100% sûr. Mais c'est plutôt la stratégie au niveau des timings que la politique. On n'est pas politicien. Le processus de fabrication en général, achat des matériaux premiers. Parfois, si on a grande quantité, il faut prévoir un stock juste pour certaines commandes. Alors, si on commence avec 5000, 10 000 jeux, normalement, on a toujours des stocks. Mais si on avance bien dans les projets lesquels vous avez tiré 5 000, deuxième tirage 30 000, une autre, ça c'est 80 000. Et ça se passe de temps en temps. Il faut juste nous donner un peu avant Radek d'être sûr. On va arriver. Nous n'avons pas encore la quantité finale, mais on a aussi l'espace logistique qui est grand et qui a grandi, mais on voudrait être sûr d'être prêt à répondre. Après, on voit impression, vernis, séchage, affinage si besoin. Et après, dans première ligne, réglage de découpe des machines pour cartes à jouer, alors sur les lignes et sur la forme finale, et découpe finale des cartes, ou bien, si ce sont punchboard ou plateau, on a coupé des cartons, lamination des punchboards, des punchers
après achat des composants au même moment, et assemblage au moment de fabrication des boîtes. L'année dernière, on a commencé de travailler comme deuxième machine on a acheté deuxième machine qui fait des boîtes. On a commencé d'organiser la fabrication un peu d'autre manière pour que tout soit prêt avant. Vraiment, à la fin, on a fabrication de fond de boîte sur une machine, couvercle sur une autre pour mettre juste les composants à la ligne, fermer la boîte et faire départ. Ça, c'est très important aussi, fluidité interne à l'usine. Avant, on a préfabriqué des boîtes ou des fonds ou des couvercles. Après, on a assemblé. On n'a pas d'espace si on a des commandes plus grandes commandes de 30 000, 50 000 ou plus. Là, ça peut être une seule solution de faire comme ça. Si on a quelques mille à faire, parfois on le fait en avance. Ça tout dépend. Saison importante, exactement la même chose que les collègues ils ont dit. On n'a pas juste un nouvel an chinois. Ça, c'est une seule différence. Mais on a entre Noël et Nouvel An, on est fermé. Alors oui, il faut savoir planifier en avance. Vraiment, si on sait dans cette partie de l'année, on est vraiment jusqu'à juin, juillet. C'est assez tranquille toujours, alors on peut tenir, comme je dis, plus ou moins 6 semaines maxi pour des moments de validation des boîtes. Par contre, si on est dans les périodes chaudes avant SN surtout, parce que fin de l'année, c'est pas mais avant SN, c'est vraiment chaud. Alors, il faut au mieux de prévoir fabrication un peu plus en avance ou juste avancer avec du devis avant et juste confirmer du devis. Mais ça, c'est dans un moment. Comment faire ça? Assemblage et livraison. Alors, carton collectif. Normalement, en Europe, on est surtout 6-12. Transport routier, maritime, aérien, mais surtout routière. Ici en Europe, surtout routière. Alors, France, 3-4 jours en groupage. Surtout Union européenne, pas de douane. Alors juste de départ en livraison. Si c'est un camion complet, c'est 3 jours. Si c'est groupage, c'est plutôt 4. Hors TVA, alors ici on n'a pas TVA si c'est livré à l'autre pays que Pologne. Si vous avez numéro de TVA intracommunautaire. Si vous n'avez pas, vous êtes traité comme un acheteur final, il faut ajouter TVA polonais. Alors, c'est bien d'avoir ça, de régler ici en France votre TVA, lequel récupérez, que d'acheter avec TVA polonais, lequel vous pouvez récupérer, mais c'est probablement un peu plus difficile mais c'est faisable. Commande et acceptation. Alors, en général, soumission d'une commande, alors on est sûr, rien ne va changer, nombre de pages, etc. Après avoir planifié la commande dans notre système, alors c'est nous. Dès qu'on reçoit la commande, c'est génial si on sait déjà quand seront les fichiers prêts, mais comme on est dans le monde de jeu, les plans sont les plans, la vie c'est la vie. Mais parfois c'est possible de dire, plus ou moins. Moi, je toujours demande best case scenario. Après, il y a préparation des matières pour acceptation en PDF. On a un document lequel je n'aurai pas de temps de montrer, alors je ne veux plus montrer. Mais peut-être à la fin, si quelqu'un veut voir. Mais là, on a beaucoup de visualisation très belle fête, comment préparer boîte, punchboard, quelles sont les fautes les plus graves, plus souvent. Après, on a acceptation des PDF. Normalement, ici en Europe, comme on est en vitesse, etc., très souvent, on a validation de PDF, on lance. Timing, ça commence d'aller après. Ici, on compte toujours, surtout dans semaines, on compte fabrication dans les semaines, pas dans les mois. Et on compte livraison dans les jours, pas dans les semaines. Alors, c'est aussi les produits est assez simple parce qu'on peut, sur le PDF, on peut bien imaginer
cartes, boîtes, comme on n'a pas les éléments spéciaux, comme les collègues ils se spécialisent dans bois, dans plastique. Là, on peut vraiment savoir. En réalité, il n'y a pas des erreurs graves. Ça peut s'arriver à 1% ou 2%. Alors c'est possible aussi de faire une copie juste avant assemblage, mais ça c'est pas le cas c'est très rare. Quelqu'un demande. Alors en général, on fait validation PDF. Par contre, on peut faire impression couleur chromalin. Ça veut dire normalement quand on valide les fichiers, alors on valide tout au niveau de PDF, mais c'est votre premier jeu, première fois on fait un jeu, on veut qu'est-ce que ça donne au niveau des couleurs, de rendu de couleurs. Alors très souvent pour premier jeu, on a demandé pour chromalin, on envoie après pour reprint, on juste tient en premier tirage. On fait maquette blanche. Si vous faites des devis, vous êtes intéressé, on sait déjà ça c'est du final. On peut faire maquette blanc. Alors ça c'est pas un problème. On a technologie qui fait ça. Par exemple, maquette imprimée, ça c'est pas si simple. On peut le faire. Ça, il faut qu'on imprime en digital et on fait à l'externe. C'est pas fait chez nous. Impression numérique en fait. Alors ça doit coûter séparément. On doit diviser. Si vous demandez maquette blanc, on fait 1, 2, 3 et on vous les envoie sans frais. Si vous faites numérique, ouais. Du coup, je reviens à ma question de tout à l'heure. Toi non plus, tu n'es pas capable de me fournir 20 à 50 exemplaires à ce stade-là pour mes exports et tout ça. À ce moment-là, c'est comme ici, je suis heureux que je suis avec Panda ici, pas avec les gens qui vont dire oui, on fait tout comme. Non, mais je vois bien que. Après, non, c'est comme c'était déjà dit, c'est question de choix. La société prend plutôt direction de fabrication des grands quantités. Aussi, on fait ça avec les gens qui sont à l'usine. On peut faire certaines choses, mais petit tirage comme ça. On a une solution. On travaille avec un fabricant qui fabrique des. T'as la même solution que nous, c'est-à-dire qu'on fait, nous aussi, on fait nos petits tirages en France par quelqu'un qui, enfin, en l'occurrence en Belgique, si je pense à Zao, mais qui sait faire ça, mais tu fais pas mieux que nous, quoi. Non. Non, ici on aussi conseille, beaucoup de nos clients, ils commencent chez Nicolas aussi, alors ça c'est... Si quelqu'un nous demande, on donne le lien. Sur la demande, on peut faire un échantillon d'un jeu prêt, alors juste à la fin. C'est aussi peut-être quelques clients qui nous demandent ça peut être fait. Par contre, ça va prolonger un peu de fabrication, alors c'est un peu dehors de timing standard. Innovation technique dans le futur. Alors normalement on est dans la structure FSC. Alors le jeu pourra être fabriqué sur FSC si vous voulez. Société a mis en place système de politique environnementale. Aussi, les activités d'optimisation discutées visent à réduire la quantité de déchets produits, à minimiser l'utilisation des matières premières. On a un SMETA au niveau de nous gérons entreprise socialement responsable avec humains au centre, fournissant soutien local et social. Initiative pro-sociale, alors club de jeux, bibliothèque, école, jardin d'enfants, club de sport aussi, ici je ne vois pas. Ouais. Tous les jeux sont fabriqués avec norme N71, c'est normal. Nous avons, cette année nous commençons aussi de faire une nouvelle usine qui serait juste à côté de notre actuel. Actuel c'est juste 4 ans.
quand on a commencé là-bas, on était chargé à 40% des surfaces avec des machines. Et maintenant, avec les plans d'investissement pour cette année, nous serons complètement chargés avec machines. Alors, cette année, on commence d'établir un nouveau bâtiment, exactement le même, qui va doubler la capacité. Et là, nous allons faire des jeux bactériologiquement sûrs. Ça, c'est un patent. On a travaillé, ça fait quelques années, avec école de Poznań, je pense, Université de Poznań. Alors, grâce à ces nouvelles technologies déjà, nos magazines quittent nos entrepôts ne causeront pas d'allergie ou vont minimiser plutôt, mais présentant également des propriétés biocides. Les agents pathogènes ne survivront pas. Je ne suis pas spécialiste forcément dans la biologie, mais en général, ici, construction, aussi la nouvelle usine va être en éco-usine, ça veut dire ça va nous permettre, nous aurons notre pompe de chaleur et électricité. Alors, on peut envisager que 55% de ça, ce que nous allons utiliser à l'usine, ça va provenir de notre propre source. Aussi, la nouvelle... ça, c'était déjà... Ah oui, en fait, selon les études qu'on a fait avec l'école, c'est un vernis testé, mais ce n'est pas une question de vernis, mais d'organisation de travail dans une nouvelle usine. Ça, c'est déjà ce qui était déjà testé. Les maladies des mains, ça sont à l'origine de 90% des infections exposées au corps d'enfant ou d'un adulte. En introduisant une nouvelle technologie, nous réduirons le risque de propagation bactérienne de 85%. C'était vraiment bien vu dans les hôpitaux où les gens jouent avec des enfants. On a vraiment beaucoup de suivi positif. Alors ça va être nouvelle usine dans ce sens-là. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi de cette présentation. Comme on l'avait dit, on va passer à quelques questions ou réponses s'il y en a qui en ont. Donc, Juliette va passer avec un micro parmi vous. Dans votre secteur d'activité, du coup, qui est assez concurrentiel, j'imagine, quels sont pour vous les enjeux principaux d'évolution par rapport à ce secteur, par rapport à des demandes qui évoluent, comme on a vu avec la question d'Alain, mais j'imagine que ce n'est pas la seule demande qui sont en évolution en lien avec l'évolution rapide du monde du jeu de société. Comment vous percevez les enjeux compétitifs des années à venir par rapport à ça? Ça, je devrais te la laisser, Jean-François. Vas-y. On en a déjà touché un ou deux, je pense. Bon, effectivement, s'il y a un mouvement de masse vers du prototypage rapide, etc., par rapport au marché qui se développe, ça peut jouer sur la manière dont on va s'organiser pour produire. Ça peut être environnementaux, par exemple. La réglementation européenne fait qu'il y a plus d'impétus ici qu'il peut y avoir en Chine, mais c'est sûr que c'est un mouvement global de toute façon, donc les produits qu'on utilise ou avoir des usines qui sont en cycle fermé peut jouer beaucoup, parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'investir pour faire ce genre de changement. Ça peut être aussi sur des produits de plus en plus innovants. Nous, on voit les demandes de devis qui viennent, on demande des choses de plus en plus... j'ai envie de dire exotique, pas forcément en termes de matériaux, mais être capable de réaliser des assemblages
ou effectivement même d'utiliser des types de matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui fait que pour nous, ça demande beaucoup d'adaptation et on peut pas y arriver. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez d'autres idées? C'est sûr et certain que nous, dans notre cas, en fait, chez Panda, on commence en fait à devenir un joueur, un acteur un peu plus important sur l'Europe. Et puis, c'est sûr que derrière ça, il y a des idées de... excusez-moi, je perds un peu le fil, j'étais encore un peu sur le décalage. Non, donc c'est ça. Donc au niveau de l'expansion de l'équipe qui s'occupe du marché européen, ça évidemment c'est dans ce qui est client-facing, comme on dirait en bon français. Comme Manu l'a mentionné, les demandes plus ésotériques et puis l'aspect environnemental, on sent que ça devient de plus en plus important, pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour certaines compagnies nord-américaines. Oui, pour nous, c'est très important cette partie-là, prospect de nouvelles usines. Alors, ça, c'est pas encore commencé, ça va commencer dans 2 mois, mais vraiment, en Europe, on est vraiment. Si pas nous, ça serait qui va être vraiment responsable au niveau d'écologie? Je vois pas d'autres continents maintenant qui va être première. Alors ici, on doit trouver les solutions innovatives. Bactériologie, c'est une autre chose, mais c'est vraiment un grand projet pour introduire dans l'usine. Alors pour nous, ce sont des aspects dans lesquels il faut regarder parce qu'on pense aussi des consommateurs finaux en Europe va décider pour ce type de stratégie. Et même si pas consommateur final, ça serait vous qui vont prendre les décisions responsables au niveau d'écologie. Parce que à la fin, c'est vous qui décide. Il y a aussi, malgré tout, même si ce sont des réflexions quotidiennes, le prix et la qualité est aussi un enjeu d'avenir. Parce que au niveau de la qualité, vu que le jeu se développe de plus en plus avec de plus en plus beaux produits, ça a tendance à tirer vers le haut la référence de qualité. Et si il y a 5 ans, on pouvait encore sortir des jeux avec du papier carton qui n'était franchement pas top, mais bon, ça passait, je pense que ça va passer de moins en moins. Et c'est un problème particulier aussi pour les usines en Chine, parce qu'en fait, les fabricants chinois, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui apparaissent et qui disparaissent 6 mois ou 1 an plus tard. Et souvent, forcément, malgré toutes les bonnes intentions d'un éditeur, le prix va quand même rester votre réflexion principale. Et l'appel de la muse du prix va tendance à souvent vouloir choisir un fabricant pas forcément connu qui fait du moins cher. Et ça peut très bien marcher, vous pouvez avoir un beau produit, comme ça peut marcher 1 fois, 2 fois, mais ce fabricant n'est pas capable de faire ça sur la durée ou n'est pas capable d'atteindre le niveau de qualité que vous recherchez, en tout cas pas du premier coup. Donc pour vous, ça engendrera des coûts et des délais. Et le prix est un enjeu parce que, comme c'est un secteur en développement, forcément, il y aura de plus en plus de compétition, donc les prix vont être de plus en plus tirés. Et nous, aujourd'hui, je parle pour Panda en particulier, où on est réputé cher en Chine, parce qu'on veut faire du travail de qualité, bon, ça a un prix. Est-ce qu'avec la compétition, on sera capable de maintenir le produit qu'on fait, au prix qu'on fait? Ça, on verra bien. J'en profite 2 instants avant que tout le monde disparaisse. On n'a pas pu amener beaucoup de boîtes d'échantillons, mais on a ce qu'on appelle les toolkits Panda, qui sont un petit mélange de tout. Il y a un peu de papier, un peu de dés, etc. J'en ai que 9, donc s'il y a 9 volontaires qui veulent repartir avec un petit kit, vous êtes les bienvenus, c'est fait pour. Et on peut déjà en faire passer un Ouais. pour que les gens puissent le regarder. On ouvrira un. Et en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, moi j'en ai 2 petites. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes prêts? On a vu l'arrivée récente de ce qu'on appelle des jeux uniques, donc où chaque jeu est différent par son matériel, soit par la composition du deck par exemple, soit par peut-être un matériel unique, tout ça. Vous êtes capable de faire ça et comment et tout ça?
Oui, de quoi je parle ou pas du tout? Oui, oui. Ah bon. Jeu unique, je n'ai pas bien compris. Comme Keyforge. Comme Keyforge, ouais, par exemple. Tu vois, Keyforge, dans tes decks, il n'y a que toi qui auras ce deck-là au monde. Mhm. Donc chaque deck que tu fais est différent du suivant. Alors ça peut être sur la composition du deck, juste, tu vois, tu as imprimé des cartes et puis après tu as un processus pour en faire un deck unique, mais ça peut être aussi sur du matériel, tu pourrais très bien imaginer du matériel unique parce qu'il y a un bouquet imprimé différemment ou quoi, ou qu'est-ce, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui fait Keyforge d'ailleurs, mais... C'est Ludo. C'est Ludo. C'est Ludofact? Ah oui, d'accord. Je ne savais pas. Il imprime chez eux? Oui, mais c'était un concours de circonstances très particulier. La réponse à ta question, en fait, Keyforge, la techno pour faire Keyforge n'existait pas au moment où FFG a approché Ludo et ça a été vraiment créé sur place, ce besoin. Donc, je pense pour tout fabricant, s'il y avait une demande de cette échelle, certains seraient capables de s'adapter pour le faire, mais on n'est pas vraiment prêt pour le faire demain, quoi. Non. Oui, j'ai entendu la même chose aussi que le projet était en préparation. C'était plus que 4 ans. D'accord. Alors la technologie a été faite après. Et j'avais une autre question, alors peut-être plus pour toi Emmanuel et Jean-François, parce que vous en faites peut-être plus, quoi que j'en sais rien en fait. Mais c'est actuellement, vous évalueriez à quoi votre pourcentage de production sur des jeux KS ou sur du traditionnel? J'essaie de visualiser là, les chartes. À la louche, tu vois, si tu me dis... c'est un bon 50-50. Ah oui, quand même. Facilement. On a un portefeuille qui est très, très diversifié. Ouais. C'est une grande force, en fait. Et il y a eu une époque où le KS pesait un peu plus, mais je dirais que maintenant... tu dirais que ça se calme. Que ça se calme, c'est le marché qui se calme ou c'est vous qui... je dirais que c'est principalement nous, en fait, qui sommes allés chercher certains comptes. Donc, la portion KS, c'est pas tant qu'elle a diminué, mais qu'à l'intérieur du portefeuille, c'est l'autre aspect qui a grandi. Et toi, t'en fais... Si je pense 10-15% de KS. Ouais, d'accord. Okay. Il y a une question que vous n'avez pas posée, donc je vais la poser pour vous. Souvent, on met en opposition la qualité chinoise contre le reste du monde. En fait, c'est un faux combat, parce qu'en Chine, il y a tout il y a la qualité, il y a tout, il y a du plus mauvais au meilleur. C'est un pays monstrueux qui fabrique tout ce qui est possible imaginable au monde, et ils ont un éventail de qualité très variable. Donc, vous pouvez faire produire des choses très belles en Chine. Bien sûr, il faut aller trouver le bon fabricant. Donc, je ne pense pas que la réflexion se fasse en termes de qualité. Simplement, effectivement, il y a un risque que vous tombiez sur un mauvais fabricant. Par contre, j'espère que vous avez pu voir un peu au travers de cette présentation qu'il y a quand même des spécificités. Par exemple, on voit bien que si vous faisiez un jeu avec principalement des cartes, voilà, à 1000-2000 km d'ici, ou je ne sais pas, peut-être moins, c'est quoi là vous avez ce qu'il faut, ils font des très belles cartes, etc. Ça n'a pas un grand intérêt pour vous d'aller faire un jeu uniquement de cartes en Chine. Par contre, dès que votre jeu, et puis même nous, pour Panda, on voit bien qu'on est peu compétitif sur des jeux qui n'ont ni bois, ni plastique, ni dés, ni métal. Mais dès que vous commencez à avoir des jeux avec beaucoup de composants hors impression, ça devient de plus en plus intéressant de faire ça en Chine. Et franchement, beaucoup de fabricants en Europe font faire ce type de composants en Chine. De toute façon, il ne faut pas rêver. Ludo ne font pas faire leur miniature plastique en Europe. Donc, la réflexion se fait plus dans quel type de jeu est-ce que vous voulez faire et est-ce que vous pouvez permettre d'avoir le fameux délai de transport qui est effectivement très important. Mais ce n'est pas vraiment une question de qualité, à mon avis. Ok. Bon, on va probablement rester là, à moins que... Enfin, non, même on va rester là parce qu'on a pas mal pété la gueule au timing. Donc, si on veut suivre les deux autres conférences, on va le faire. Je crois qu'il y a un petit pot dehors ou un petit café dehors en attendant la deuxième conf.
Donc merci à tous les 4 d'être venus Merci beaucoup. nous présenter tout ça. Et puis allons boire un café. Allons-y. Merci.